Et donc nous avons 3 sessions et nous allons commencer la première session avec le docteur Jacques Othon qui va nous parler d'une pratique historique et qui est très connue, et grâce à toi on va revoir ça, qui est la technique de traction de la langue de Laborde. Voilà. Jacques. Autant je suis un praticien hospitalier en anesthésie dans les Vosges, retraité actif, et je m'intéresse depuis de longues années à l'histoire de l'anesthésie via le club de l'histoire de l'anesthésie, dont le président d'honneur est Jean-Bernard Casala, qui a contribué à cette présentation. Pour vous présenter ce petit sujet, lui plutôt un peu anecdotique, mais quand même qui mérite d'être connu, il s'agit des tractions rythmées de la langue, méthode prônée par Jean-Baptiste Vincent Laborde avant 1900. Il est bien sur son portrait ici, avec sa double barbe, un tout petit peu de biographie pour ce monsieur. Pardon. Il s'est intéressé à énormément de choses au cours de ses études de médecine, dont beaucoup de physiologie expérimentale, comme c'était le cas à l'époque dans tous ces laboratoires parisiens, dont celui de Léon Labbé par exemple. Et il s'est intéressé en particulier à la neurologie, ramollissement cérébral, la biologie. On lui attribuait une grande popularité liée à ses qualités humaines. Il était, semble-t-il, désintéressé et faisait beaucoup d'altruisme. En particulier, il a travaillé, publié beaucoup sur l'accès des femmes aux études de médecine et l'accessibilité des femmes à l'internat. Il s'est aussi beaucoup intéressé aux aspects un petit peu humains des techniques d'abattage des animaux. On trouve ça paradoxalement dans les comptes rendus de l'Académie de médecine, riches de détails souvent d'une grande tristesse. C'était aussi un ami de Gambetta, dont il fera l'autopsie après sa mort, et un excellent orateur. Il était, sur la fin de sa carrière, rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle La Tribune Médicale, dans laquelle on trouve beaucoup d'articles de sa plume, évidemment. Très tôt, pendant ses études de médecine, c'est un petit peu petite pointe d'humour ici, il s'est intéressé aux pinces chirurgicales, et on voit dans ce compte-rendu de l'Académie impériale, à l'époque, de médecine de 1862, un tout petit article où il y a M. Laborde, interne à l'hôpital des enfants, qui a proposé aux constructeurs d'instruments médicaux charrières une nouvelle pince pour travailler sur les pathologies infantiles et notamment la réalisation des trachéotomies, en particulier dans le groupe, bien entendu. Petit clin d'œil ici. Très précoce, 1862. Ensuite, il s'est intéressé dans les laboratoires de pathologie expérimentale aux travaux sur l'anesthésie. Il a réalisé bien entendu des anesthésies sur les animaux, dont les lapins, essentiellement au chloroforme, pour expérimenter les mélanges titrés avec de la morphine. C'est quelque chose sur laquelle avait déjà travaillé avant lui Claude Bernard. Ces travaux-là sont publiés à l'Académie de médecine avec des grands noms comme Labbé, Guérin, Verneuil, et il en a édité un livre qui est ici sur la prise en charge des accidents survenus au cours de la chloroformisation. Pardon. À côté de l'anesthésie, bien sûr, il s'est intéressé à la réanimation, notamment à la réanimation de l'arrêt respiratoire, et préconisait déjà, bon, ça a été déjà publié avant lui, une ventilation artificielle par insufflation au soufflet au travers d'un masque facial couplé à une canule pharyngée. Ici, des extraits de la publication à l'Académie de médecine, notes sur l'insufflation dans la respiration artificielle. Curieux matériel, c'était son matériel d'étude de prédilection, eh bien, il a estimé publier une tribune dans plusieurs journaux qui disait que c'était bien dommage de ne pas profiter de la manne de corps expérimentaux que l'on pouvait récupérer à l'occasion des décapitations. Beaucoup travaillé là-dessus, ça permettait donc de pratiquer des expériences humaines, en plus des expériences animales. Et c'est assez amusant, ce moratoire qu'il proposait sur la possibilité de récupérer les corps des suppliciés le plus tôt possible, rédigé dans un langage quand même assez humoristique. Le corps, après exécution, reste la possession de l'aumônier qui passe avant la science et les expérimentateurs.
dans le but unique de faire faire à ce corps une promenade sentimentale au champ de navet, où après le simulacre d'inhumation consistant en quelques aspersions, il est transporté par le fourgon de la Roquette, qui était la prison de l'époque dans Paris. Bien sûr, expérience sur les décapités. Et il devint le praticien de référence pour les travaux, la recherche, l'expérimentation et l'analyse des corps des guillotinés. Vous voyez qu'ici, il est écrit dans le bulletin médical que c'est à M. Laborde qu'avait incombé la tâche d'étudier à fond le cerveau du sympathique Vacher, M. guillotiné récemment, donc à Bourg. Des expériences un peu bizarres qui ont fini par démontrer que sur la tête, l'excitabilité cérébrale persiste après la mort par décapitation ou mort par hémorragie, après 25 à 30 minutes encore. Et si on réalise une transfusion de cette tête par du sang de chien, de cheval, de bœuf, eh bien on arrive à prolonger cette excitabilité. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Il en déduit que la vie consciente est très courte après décapitation. Des travaux sur lesquels parfois on voit encore des rubriques dans certaines revues. Et bon, pour la faire revivre, pas l'intérêt d'ailleurs, il faut une transfusion la plus proche possible, mais il a noté quand même que sur le corps décapité, il reste une petite action des muscles intercostaux internes et externes pour un reliquat respiratoire qui persiste dans ce corps sans tête. Lors des accidents survenus, donc là on est sur les animaux, les lapins, les chats, les chiens, en laboratoire, dans les expériences sur le chloroforme, eh bien, il s'est rendu compte qu'il fallait immédiatement tirer la langue, saisir la langue à la main. Ça dégage l'espace pharyngé, mais ça permet de tracter cette langue, de tirer dessus, entrée et sortie de la cavité buccale. Une toute petite présentation ici, qui ensuite, à l'Académie de médecine en 1892, permettra de faire savoir qu'il a mis à profit cette méthode animale sur un enfant noyé lors d'une promenade fortuite en plage de Normandie. Au préalable, il avait continué, renouvelé ses études expérimentales sur les oiseaux, les chats, les chiens, en réalisant une obstruction d'une canule d'un orifice de trachéotomie de façon à provoquer un arrêt respiratoire puis circulatoire. La clinique ici est quand même assez modeste pour confirmer l'état de l'arrêt circulatoire. Et il a quand même fait faire sur ces animaux une scopie qui permettait de constater qu'on avait un arrêt du diaphragme et un arrêt des ventricules cardiaques. À ce moment, mise en route de tractions rythmées sur la langue, on va tirer sur la langue, et ces tractions rythmées permettent de récupérer des mouvements initialement respiratoires, puis démontrer des mouvements cardiaques. Et il en déduit que, eh bien, vu la nature de ces tractions, c'est bien évidemment, il s'agit d'une action réflexe. Il a ensuite l'occasion de pratiquer cette méthode, de mettre à l'essai sur cet enfant noyé en plage de Normandie, je vous l'avais donc précédemment évoqué. Dans les comptes rendus de l'Académie de médecine et dans ses livres, il précise tout le contexte de découverte fortuite de ces deux enfants d'ailleurs noyés sur une plage, et que chez qui on a déjà tenté des flagellations, des mouvements de toutes les façons, mais lui est arrivé derrière, il a donc dégagé la gorge avec une cuillère, comme vous pouvez le voir, et de l'autre main, eh bien, il saisit la langue, il pratique des tractions de langue, et aussitôt se produit un violent et bruyant hoquet inspiratoire. Un flot de liquide était lancé par un vomissement réitéré et abondant. Bon, voilà qu'il y a une reprise au moins de quelque chose de ventilatoire et ou digestif. Quelques images d'illustration extraites de son ouvrage, on va le voir un peu plus en détail. Et il précise là que, puisque j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte de visu sur un être humain, eh bien, il va falloir le pratiquer plus souvent en clinique humaine, et pas seulement lors de l'anesthésiation chloroformique ou chloralique des animaux, chez qui on pratique uniquement à l'heure actuelle, en période critique, l'électrisation par le passage de courant interrompu de la bouche à l'anus. Vous voyez à peu près le niveau de méthode qui était initié ici.
ça ne va pas suffire, il faut continuer, il faut faire des tractions rythmées sur cette langue. Comment on fait? Eh bien, vous avez cette image qui représente manifestement M. Laborde, reconnaissable à sa barbe typique bifide, écarter les mâchoires avec une canne, ce qui était représenté sur les schémas précédents, ou un bouchon, enfin ce qu'on a sous la main. Il faut donc saisir le tiers antérieur de la langue avec un doigt ou le mouchoir et tirer dessus bien jusqu'à la base, en tractant la base vers l'extérieur, 18-20 fois par minute, jusqu'à la racine de langue, suivi de relâchement, et ceci jusqu'à réapparition de mouvements de déglutition, c'est ce qui était précisé dans l'observation précédente. Apparaît alors le hoquet inspirateur, qui est le premier signe de la reviviscence. Formidable. Et il le met en pratique chez un pendu, un patient d'un hôpital, on dirait aujourd'hui un hôpital psychiatrique, qui avait donc fait une tentative de pendaison, qui a été récupéré sans vie apparente, avec une respiration presque nulle, un pouls imperceptible. Un bâton écarte les mâchoires, il tire dessus 20 par minute sur la langue, rejet de mucosité, on ajoute des frictions sèches, des ventouses scarifiées, et on assiste à une réapparition du pouls, puis une reprise ventilatoire, traction pendant une durée de 10 à 11 minutes. C'est quand même déjà assez long, 10 à 11 minutes, mais ce n'est rien par rapport à un certain nombre de techniques qui ont été décrites et de pratiques qui ont été décrites à l'Académie de médecine donc à la fin du siècle, essentiellement sur des noyés, donc par submersion, comme vous le voyez, où la traction peut durer 10, 20, 30 minutes, voire pour certains douaniers, là c'est curieusement c'est des douaniers qu'il s'agit, 1, 2 à 3 heures. Peut-être un petit peu en doute ces affirmations. C'est décrit, il l'affirme, il l'expose à l'Académie de médecine, c'est fatigant, c'est épuisant. Donc l'idée c'est, pour perfectionner cette technique, on va mécaniser. Et voici le tracteur mécanique, construit par un constructeur bien entendu, qui d'un côté présente une manivelle qu'on tourne, et ça transforme bien entendu le mouvement en va-et-vient sur cette petite pince que vous voyez à l'extrême droite. Une illustration, on peut tirer pendant un temps indéfini en tournant la moulinette, la langue entre et sort, c'est fatigant à la main, et bien qu'à ça ne tienne, on va créer un tracteur automatique, des fabricants ont fabriqué un tracteur d'abord avec un mécanisme d'horlogie à ressort qu'on remonte, qui est sur la façade, sur la plaque de gauche, puis ensuite un tracteur électrique. Il faut quand même rester à côté parce qu'il faut surveiller le lâchage de la pointe de langue qui doit être quand même fortement fixé au travers d'une compresse de gaz sur cette pince qu'on avait vue à l'extrémité du tracteur. Et ça comporte un gros succès, cette méthode, parce que maintenant tout le monde peut le faire, parce que aussi il y a une société qui va vendre ces appareils, et une publication qui se fait à grande échelle, notamment dans les sociétés de secours aux noyés. Vous voyez ici un exemplaire, plaquette du Congrès international de sauvetage de 1906, c'est un petit peu plus tardif, traitement physiologique de la mort par les tractions rythmées de la langue, grâce au tracteur lingual automatique de Laborde. Et c'est d'autant plus intéressant que, eh bien, une fois qu'on a tenté de réanimer de cette façon, on est certain, en cas d'échec, que le patient est réellement décédé, et ça permet d'éviter les inhumations prématurées. Sa société s'appelle la Compagnie du tracteur lingual automatique du docteur Laborde, elle est 10 rue Magran à Paris 9e. Elle est présentée, elle est présente, l'appareil, il y a des démonstrations qui sont faites dans toutes les grandes expositions et les grands symposiums de l'époque, 1901 à 1904, qui portent sur le soin secourisme, le soin aux asphyxies, le soin aux noyés, ainsi que, de façon anecdotique, des pathologies médicales comme la coqueluche, la diphtérie et très curieusement les syncopes militaires. On peut penser peut-être à un coup de chaleur ou d'épuisement. Le tracteur lingual automatique. Mais c'est pas de l'empirique. Il démontre qu'il s'agit, enfin il explique le mécanisme physiopathologique qui serait donc, vous voyez, grâce à ce joli schéma qui figure dans les livres présentant cette technique, c'est le livre à lui de Laborde, en figure couleur
insérée, parfois absente, déchirée d'ailleurs. On a un arc réflexe entre le nerf lingual, les nerfs sensitifs, le nerf lingual, le glossopharyngé et le laryngé supérieur, ici en bleu, qui vont vers le bulbe respiratoire, lequel donne une réponse motrice sur les muscles intercostaux, le diaphragme et même le nerf nasal olfactif. Peut-être pour le réflexe nauséeux. C'est assez joli comme étude physiopathologique, mais pas réellement une démonstration de fonctionnement en fait. En tout cas, le schéma neurologique existe et il est évoqué, il mérite réflexion. Pour le bien faire, eh bien, il faut utiliser une pince qui tient la langue, qui la fixe. C'est une pince à ressort avec des mors annelés qui est quand même moins agressive que la pince à crochet qui était utilisée dans certaines salles d'opération dans les problèmes chloroformiques pour ressortir la langue, qui était due précédemment à M. Budin et que vous voyez un exemplaire ici, qu'on trouve parfois dans des packages ou en brocante. L'indication a été ensuite étendue et proposée en pédiatrie dans les apnées du nourrisson, et de façon avec une diffusion importante, puisque vous voyez ici, il s'agit d'une revue polonaise de 1902 qui rapportait un traitement de l'asphyxie du nouveau-né par la méthode de Laborde, avec cette jolie image ici très romantique. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Bon, entre l'index et le médius, eh bien, on pratique une dilatation intermittente du larynx qui va irriter les filets nerveux sensitifs et permettre une reprise de ventilation spontanée grâce au schéma d'arc réflexe précité. Dans ces ouvrages, deux successifs comportent des statistiques pour démontrer que oui, c'était effectivement efficace. Voilà, ce chiffre, en 1894, il est de 63 cas cliniques rapportés dans diverses circonstances, dont d'ailleurs beaucoup d'asphyxie et mort apparente du nouveau-né, démontré, pas démontré. Et ce chiffre, il va être porté à 100 cas de plus 3 années après. 174 cas, plus 15 cas rapportés à l'étranger, presque 200 cas statistiques. Bon, personne n'était là pour vérifier réellement, mais c'est ce qui est préconisé et c'est ce qui est ensuite enseigné et vendu comme technique. Voilà. L'ensemble de cette méthodologie est résumé et détaillé, d'ailleurs, pas seulement résumé, dans ses publications très nombreuses à l'Académie de médecine et 3 livres issus finalement tous les 3 ans avec ce schéma couleur hors texte que vous pouvez de temps en temps trouver sur des sites internet si vous vous intéressez à la bibliophilie médicale. Les publications, c'est bien. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, bien entendu, cette méthode et cette proposition ont été l'objet de discussions à l'Académie de médecine, discussions mémorables. Certains de ses amis un peu favorables de laboratoire, l'abbé Verneuil, qui avait publié sur les accidents de la chloroformisation, ont dit que bah, c'est quand même pas mal, mieux que la flagellation de l'épigastre. Mais de là à dire que ça apporte la résurrection, c'est un petit peu beaucoup. Par exemple, Lefort et le roi de Méricourt disent qu'il vaut bien mieux utiliser la méthode Sylvester, dont on a d'ailleurs parlé ici l'an dernier. Beaucoup de grands médecins sceptiques suggéraient quand même que les patients n'étaient pas tout à fait réellement morts, mort apparente, mort réelle. Le dilemme persistait beaucoup à cette époque et ils demandaient dans les commentaires si on avait mesuré la température de ce pendu, si on avait ausculté à l'oreille, si on avait fait des piqûres pour voir s'il y avait une réaction, si l'aiguille plantée dans les chairs s'oxydait ou pas avec après 1 heure de permanence dans ces chairs, ce qui était un signe de persistante microcirculation ou pas, difficile. Mais bon, c'était quand même intéressant. L'arrêt a apporté cette contribution en disant pour les sociétés de secourisme, de sauvetage, eh bien c'est une méthode qu'il faut diffuser, promouvoir et enfin, si elle n'est pas d'une grande efficacité, au mieux elle évite les inhumations précipitées pour lesquelles tout un tas de systèmes avaient été inventés à l'époque, dont des cercueils à sonnettes, comme vous pouvez voir sur cette plaque. Et qui était rendu obligatoire dans un certain nombre de villes en France à l'époque, comme décision municipale de la ville de Berck. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup Jacques pour cette très belle présentation sur le tracteur de langue de Laborde. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Pourquoi et quand ça a été abandonné? Ben là, à partir de 1904, il y avait beaucoup de critiques, et puis il y a eu plus de travaux comparatifs sur les différentes méthodes de ressuscitation manuelle par les techniques de Schaeffer, de Sylvester, et puis tout doucement aussi par les insufflations de bouche à bouche qui commençaient à être un petit peu plus préconisées. C'est une excellente question. J'espère que j'apporterai quelques réponses complémentaires sur le prochain topo, mais effectivement, la façon dont ça s'est fait, c'est sûrement très riche d'enseignements. D'autres questions? Oui, je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit la difficulté déjà à la fin du 19e siècle. Il fallait chercher des méthodes, effectivement, pour améliorer la réanimation respiratoire en particulier, et il fallait effectivement tracter la langue, on le sait. C'est vrai que on voit l'élaboration toute une technique qui est bien détaillée et qui est malheureusement effectivement un peu largement dépassée aujourd'hui, mais il y a une tentative de montrer qu'on pouvait faire des choses, et en particulier de construire un matériel spécifique. Alors, à ce propos, justement, je voulais rappeler, si vous avez eu l'occasion, il y avait une très belle exposition au Collège de France cet été sur ce qu'on appelle un bras-le-corps, le titre de l'exposition, où on avait beaucoup de matériel montré, en particulier du laboratoire de Claude Bernard, et il y avait également une liste de l'ensemble des sociétés qui produisaient du matériel, puisqu'à chaque fois qu'on voulait élaborer une théorie, eh bien, il fallait souvent du matériel, et il y avait donc dans cette exposition toute une liste, une trentaine ou une quarantaine de sociétés installées dans le centre de Paris, dans le quartier latin, qui produisaient du matériel, comme on a pu voir, effectivement, des tracteurs de langue, mais il y avait bien d'autres matériels qui étaient produits à cette époque. Est-ce que encore une question, un commentaire? Et donc on va voir pour l'ensemble de cette session, mais en tout cas moi, plus j'étudie l'histoire de la réanimation et l'histoire de la médecine, plus il me paraît assez évident, c'est quelque chose qui va faire sûrement plaisir à beaucoup de gens dans cette salle, c'est que bien sûr, l'histoire de l'anesthésie et l'histoire de la réanimation sont très intimement liées. Il n'y a pas de réanimation, historiquement, sans anesthésie. Et avec le début de l'anesthésie, eh bien, viennent les premières techniques de réanimation, c'est-à-dire qu'on ne continue pas l'anesthésie si on ne réanime pas les gens qu'on a un peu trop endormis. Donc ce sont des choses qui sont extrêmement liées, extrêmement intimes. Encore une question peut-être? Non ?